Successivement, au cours des siècles, Vandales, Arabes, Chrétiens d'Orient, Berbères, Égyptiens, Espagnols, Chevaliers de Malte feront des 3 provinces libyennes, cyrénaïques, tripolitaines, Fezzan, un champ incessant de leurs affrontements jusqu'à ce que l'Empire ottoman s'y établisse à la fin du XVIe siècle. Sa domination durera jusqu'en 1911. Après avoir déclaré la guerre à l'Empire ottoman, le Royaume d'Italie annexe la Libye. Cette première colonisation est relativement pacifique. Mais l'arrivée au pouvoir en 1922 de Benito Mussolini change tout. À son arrivée sur la terre africaine, le Duce est accueilli à Tobruk par le maréchal Balbo. Le Duce se rend ensuite à Benghazi. Le lendemain, les plus valeureux guerriers libyens viennent en témoignage de loyalisme offrir à M. Mussolini l'épée de l'islam. Nous sommes sur une des places italiennes, mussoliniennes, dirais-je, de Tripoli. Il y en a plusieurs dans la ville. Les relations avec l'Italie sont particulières. Elles ont à la fois été très mauvaises et aujourd'hui très bonnes, mais en même temps, l'Italie est le représentant du colonisateur. Ce colonisateur qui a été oppresseur et qui a fait beaucoup de martyrs parmi la population libyenne. 13 000 colons italiens arrivent en Libye où leur établissement a été minutieusement préparé. Ceux qui vont mettre en valeur les terres de la colonie sont accueillis par le maréchal Italo Balbo, gouverneur général de la Libye. Chaque famille aura une ferme de 40 à 50 hectares et une maison avec ses dépendances. Voici une autre place italienne, mussolinienne également d'ailleurs, comme on le voit. L'autre s'appelait la place de la dignité retrouvée contre l'oppresseur, l'occupant. Celle-ci s'appelle la place d'Alger. Le fascisme italien, nostalgique du grand empire romain, installe en Libye, qui compte alors 800 000 habitants, 120 000 colons pour, à l'instar des Anglais en Égypte et des Français en Algérie, s'établir durablement en Méditerranée du Sud. Cette deuxième occupation sera violente et générera par voie de conséquence de nombreuses résistances nationalistes. La Sanoussia est la plus importante. Ce mouvement, d'abord religieux, installé en Cyrénaïque depuis 1843, a pour but la propagation de l'islam en Afrique. Son chef, Oumar al-Mukhtar, sera pendu par les Italiens et la Sanoussia prendra politiquement la direction des mouvements de libération. Nous sommes dans le cadre d'une organisation réformiste, c'est-à-dire, au fond, une espèce de volonté de retourner aux sources. Mais la source, c'est d'abord le Coran et la tradition du prophète, et en même temps, toute la dimension sociale, toute l'activité sociale de la confrérie. C'est aussi là une dimension assez, qu'on peut appeler ça, assez mystique, au fond, de l'organisation Sanoussi, proche des mouvements soufis, d'une certaine manière. Une grande bataille fait rage depuis la mi-novembre sur le front de Cyrénaïque. La Seconde Guerre mondiale, c'est le débarquement des Alliés en novembre 1942 et le choix que fera la confrérie Sanoussi d'être du côté des Alliés, et en particulier du côté de la Grande-Bretagne. Et donc il va y avoir, à ce moment-là, la confrérie et son chef, Idriss Sanoussi, est au Caire. C'est un homme profondément religieux, c'est un homme qui est très peu public. Ses apparitions publiques sont extrêmement rares, mais en même temps, il parle au nom de la Libye, parce qu'il s'appuie justement sur la confrérie Sanoussi, il s'appuie aussi sur différentes organisations nationalistes qui ont apporté une légitimité. Mais lorsqu'il rentre en Libye, il rentre chef de la confrérie et en même temps chef du mouvement national. Et lorsque l'indépendance est obtenue, donc le 24 décembre 1951, c'est un pays misérable. La structure agro-pastorale,
C'est un pays dépendant, mais dépourvu de moyens. On est arrivé à une indépendance qui, il faut bien le dire, a été relativement rapide. Et ce n'est que à partir de 1962 à peu près que la situation commence à changer. C'est-à-dire c'est le moment où on commence à produire du pétrole et à l'exporter. Donc on est dans une situation où la société libyenne va subir de profondes transformations sur le plan économique, culturel, social, une société qui va devenir de plus en plus une société de consommation. Nous avons une monarchie qui va perdre du terrain, perdre pied d'une certaine manière, dans un contexte international marqué quand même par un certain nombre d'événements importants. 56 déjà, la crise de Suez, la guerre de juin 67, une mauvaise connaissance, disons, de la situation géopolitique. Bref, l'influence de l'Égypte est de plus en plus grandissante, l'influence des idées de Nasser, l'influence du nationalisme arabe, toute une série de facteurs qui ont contribué à transformer la société libyenne, toute une série d'éléments qui échappaient à la confrérie Sanoussi, échappaient au monarque donc au roi Idriss, et qui faisait que ce gouvernement était en décalage de plus en plus grand. Mais la goutte qui fera déborder le vase, ce sera la guerre de juin 67, israélo-arabe. Et là, le roi Idriss, le monarque absolu, et qui en fait, sous la tutelle des étrangers, va refuser de se solidariser avec le reste des pays arabes. Et les Libyens vont se sentir humiliés, frustrés. Ils accueilleront la révolution comme une libération, et c'est normal. Donc, Kadhafi, c'est un jeune idéologue, c'est un jeune nationaliste arabe, nourri par cette critique de la démocratie représentative, nourri aussi par un sentiment que la Libye a toujours été méprisée par les pays occidentaux, que ce pays a peut-être quelque chose à apporter. Ça, je crois que c'est un élément moteur qui explique en partie, en tout cas, cette volonté d'arriver au pouvoir. Kadhafi, lui, est le véritable enfant de ce désert qui nous entoure. De ce bout du monde, ce 1er septembre 69, le monde arabe découvre un jeune homme de 27 ans. Je pense que ce qui caractérise, si vous voulez, Kadhafi, c'est retour aux sources et en même temps modernisation. Alors ça paraît paradoxal, mais ce n'est paradoxal que dans une certaine apparence. Retour aux sources, c'est-à-dire par rapport au Coran. C'est un homme personnellement relativement assez religieux, mais loin d'être fondamentaliste évidemment. Considère que le Coran appartient à tous. Les spécialistes du Coran sont des spécialistes qui ont été formés en effet, mais qui ne peuvent pas prétendre avoir le monopole. Donc, par conséquent, il entre dans des relations conflictuelles avec ceux qui sont censés être les interprètes légitimes du Coran, c'est-à-dire les docteurs de la foi, c'est-à-dire les oulémas. Et d'autre part, l'islam n'a pas à proprement parler d'oulémas, contrairement, par exemple, à la doctrine catholique.